Il pensait que j'étais trop vieux pour riposter, que j'allais simplement accepter mon sort sans broncher. Je m'appelle Jacques, j'ai 68 ans, je suis professeur de mathématiques à la retraite, ayant enseigné pendant 42 ans au lycée Berthollet à Annecy. Ma femme, Françoise, a 66 ans et a passé sa carrière comme infirmière à l'hôpital d'Annecy-Genevois. Nous avons travaillé dur toute notre vie, et économisé encore plus dur, et il y a 15 ans, nous nous sommes offert notre rêve, un chalet à Verrier-du-Lac, donnant directement sur le lac d'Annecy. Ce n'est pas un manoir, juste une maison confortable avec 3 chambres, un ponton privé et 40 ans de souvenirs à construire. Ce chalet devait être notre héritage, l'endroit où notre fille Sophie amènerait ses enfants, où nous leur apprendrions à pêcher, à faire du bateau, à apprécier ces matins calmes où la brume se lève sur l'eau, où la famille se réunirait chaque été et pour les fêtes de fin d'année. Je n'aurais jamais imaginé que cette maison deviendrait ce qui allait nous déchirer. C'était la 2e semaine d'octobre, j'étais parti pêcher avec mon ancien collègue Michel en Bretagne pour 4 jours de tranquillité. Françoise devait venir, mais elle avait attrapé une mauvaise grippe et m'avait dit de partir sans elle, insistant sur le fait que Michel et moi n'avions pas passé de temps ensemble depuis des années. J'aurais dû rester. Nous avons écourté le voyage d'un jour car le temps s'était gâté et, honnêtement, ma femme me manquait, 53 ans de mariage crée ce genre de lien, on s'habitue à la présence de l'autre. Le mardi après-midi, au lieu du mercredi soir prévu, j'ai garé ma voiture dans l'allée vers 15 h et c'est là que j'ai vu les voitures, 2 véhicules inconnus, une Audi blanche et une Mercedes grise garées juste devant l'entrée comme s'ils étaient chez eux. Ma poitrine s'est serrée, j'ai cru que Françoise avait peut-être appelé un médecin, que sa grippe avait empiré. J'ai saisi mon téléphone, prêt à appeler les urgences, quand j'ai entendu des voix et des rires venant de l'intérieur de ma maison. J'ai monté les marches du perron doucement, la porte était déverrouillée et quand je l'ai poussée, je les ai vus, ma fille Sophie se tenait dans notre salon avec 2 inconnus. Un homme en costume coûteux tenant une tablette et une femme habillée comme si elle faisait visiter des biens à des millionnaires, en train de mesurer nos fenêtres. Le bâti est excellent, disait la femme, parquet d'origine, cheminée en pierre, vue imprenable sur le lac, nous pouvons viser 1,2 voire 1,3 million d'euros si nous faisons du homestaging. Sophie a hoché la tête et a répondu, c'est ce que je pensais, les parents de mon mari leur ont déjà trouvé une place, un EHPAD de luxe avec soins médicaux complets, ils y seront beaucoup mieux. Je suis resté figé dans l'encadrement de la porte, aucun d'eux ne m'avait encore vu. Et ils sont d'accord pour cela, a demandé l'homme en tapotant sa tablette. Sophie a balayé l'air de la main, ils n'ont pas vraiment le choix, papa a presque 70 ans, maman a des soucis de santé, ils ne peuvent plus entretenir une propriété de cette taille, c'est de la négligence de les laisser ici, nous leur rendons service. La femme a hoché la tête avec compassion, c'est toujours difficile quand les parents atteignent cet âge, mais vous agissez de manière responsable, il vaut mieux prendre ces décisions pour eux avant qu'un drame n'arrive. Mes mains tremblaient, j'ai agrippé le cadre de la porte et j'ai dit, Sophie. Tous les 3 se sont retournés brusquement, le visage de ma fille est devenu blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. Papa, sa voix s'est brisée, qu'est-ce que tu fais là? J'habite ici, ma voix sonnait étrange, creuse. Qu'est-ce que vous faites là? Les 2 étrangers ont échangé des regards gênés et la femme s'est raclé la gorge, Monsieur Mercier, je suis Valérie Dupuis, agent immobilier chez Prestige Lac et Montagne, votre fille m'a demandé d'évaluer la propriété pour. Sortez, ai-je dit. Valérie a cligné des yeux, je vous demande pardon? Sortez de ma maison, immédiatement. Ils se sont précipités, ont ramassé leurs affaires, marmonné des excuses et ont disparu en moins de 30 secondes. Le bruit de leur moteur s'est estompé dans l'allée. Sophie est restée là, les bras croisés, la mâchoire serrée, ce même regard qu'elle avait à 16 ans quand je la surprenais à faire le mur. Papa, avant que tu ne réagisses de manière excessive, où est ta mère? Elle a hésité, dans la chambre. Mais papa, laisse-moi t'expliquer. Je suis passé devant elle dans le couloir, j'ai poussé la porte de la chambre et Françoise était assise sur le lit, entourée de cartons à moitié remplis, le visage rouge et bouffi par les larmes. Jacques, elle a levé les yeux, choquée, tu es rentré tôt. J'ai traversé la pièce, je me suis agenouillé près d'elle, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est effondrée en sanglotant sur mon épaule, ils ont dit que c'était décidé, Sophie et Thomas, ils ont dit que nous étions trop vieux, que nous ne pouvions plus prendre soin de nous-mêmes, ils ont trouvé une maison de retraite à Chambéry, ils ont dit que nous déménagions le mois prochain. Mon sang s'est glacé. Ils ont dit que nous serions plus en sécurité là-bas, a continué Françoise, la voix brisée, que nous étions un fardeau, qu'ils ne pouvaient pas continuer à s'inquiéter pour nous ici tout seuls.
Sophie a dit que la maison vaut trop cher pour rester vide la moitié de l'année et que nous serions plus heureux avec des gens de notre âge. Vide la moitié de l'année? J'ai reculé. Nous vivons ici à plein temps. Je sais, Françoise a essuyé ses yeux, j'ai essayé de leur dire, mais Sophie a dit que nous ne savions plus ce qui était bon pour nous, elle avait des papiers, Jacques, des documents juridiques, elle a dit que nous devions juste signer et que tout serait pris en charge. Où sont ces papiers? Elle a montré la table de nuit du doigt, un dossier bleu. Je l'ai ouvert, mandat de protection future, procuration bancaire, formulaire d'admission pour la résidence senior Les Cèdres Bleus, tous avec des lignes de signature pour Françoise et moi. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine, pas mon cœur, mais quelque chose de plus profond, la fondation sur laquelle j'avais construit ma vie, la croyance que la famille signifiait quelque chose, que la fille que j'avais élevée ne ferait jamais ça. J'ai entendu des pas derrière moi, la voix de Sophie était tranchante, « Papa, tu dois comprendre, il ne s'agit plus de ce que vous voulez, tu as 68 ans, maman en a 66, vous vieillissez tous les deux et cette maison est trop grande, et si l'un de vous tombe? Et s'il y a une urgence et que vous ne pouvez pas appeler à l'aide? Nous essayons de vous protéger. » Je me suis levé, je me suis retourné pour lui faire face, nous protéger ou vendre notre maison. Ce n'est pas juste votre maison, papa, c'est un actif, un capital qui dort ici et prend de la valeur pendant que vous deux prétendez avoir encore 40 ans. Les parents de Thomas sont déjà en résidence, ils adorent ça, activité, personnel médical sur place, pas d'entretien, pas de taxes foncières. Je me fiche de ce que font les parents de Thomas. Eh bien peut-être que tu devrais, la voix de Sophie est montée d'un cran, peut-être que tu devrais commencer à penser de manière pratique au lieu d'être si têtu, sais-tu combien d'argent est bloqué dans cet endroit? Combien nous pourrions faire avec? Léo a besoin d'un appareil dentaire, nous économisons pour ses études supérieures et vous deux êtes juste assis ici à gaspiller cet argent. Françoise a halté. J'ai fixé ma fille, cette femme que j'avais tenue bébé, à qui j'avais appris à lire, que j'avais accompagnée à l'hôtel, et je ne la reconnaissais pas. Sors, ai-je dit calmement. Papa. Sors de ma maison, maintenant. Le visage de Sophie s'est durci, tu ne peux pas nous obliger à partir, la famille de Thomas a déjà versé un acompte aux Cèdres Bleus, les contrats sont rédigés, tu vas signer ces papiers papa, que tu le veuilles ou non, parce que si tu ne le fais pas, nous ferons appel à un médecin pour te déclarer mentalement inapte, la maladie de maman sera une preuve suffisante que tu ne peux pas t'occuper d'elle correctement. Elle est partie en claquant la porte derrière elle. Françoise s'est effondrée contre moi, nous nous sommes tenus dans cette chambre à moitié emballée, entourés de cartons que nous n'avions pas accepté de remplir, et j'ai pris une décision, je n'allais pas laisser cela arriver. Le lendemain matin, j'ai passé un coup de fil à maître Bernard Moreau, il était mon notaire et avocat depuis 20 ans, il s'était occupé de nos testaments, de notre planification successorale, de tout. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, mot pour mot. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, puis Bernard a commencé à rire doucement. « Jacques, a-t-il dit, te souviens-tu de ce que nous avons fait quand tu as acheté ce chalet il y a 15 ans? Nous l'avons mis en société civile immobilière, une SCI familiale, pas n'importe laquelle, te souviens-tu des statuts spécifiques que nous avons inclus? Tu étais très pointilleux à ce sujet. » J'ai réfléchi, c'était l'idée de Françoise en fait, elle avait travaillé avec trop de patients âgés dont les familles avaient profité de la faiblesse, imité des signatures, forcé l'entrée en maison de retraite, vidé les comptes. Les clauses de protection contre l'abus de faiblesse, ai-je dit lentement. Exactement. Veux-tu que je te lise l'article 7 des statuts? J'ai tiré une chaise et je me suis assis, je t'en prie. La voix de Bernard a pris ce ton juridique formel, dans le cas où un associé nu propriétaire ou un bénéficiaire tenterait de placer sous tutelle, d'institutionnaliser, de frauder, de contraindre ou d'exploiter de toute autre manière les gérants et usufruitiers principaux contre leur souhait explicitement déclaré, le dit bénéficiaire verra ses parts immédiatement révoquées pour cause d'ingratitude au sens du Code civil, et toute donation antérieure sera annulée. De plus, toute tentative de ce genre déclenchera une action en justice immédiate pour protéger les bénéficiaires principaux, financés entièrement par les fonds de la société. J'ai fermé les yeux. Et la maison, ai-je demandé. La maison appartient à la SCI, Jacques, pas à toi personnellement, Sophie ne peut pas vendre ce qu'elle ne possède pas en totalité et dont elle n'a pas la gérance. Et elle ne peut pas te forcer à signer quoi que ce soit parce que tu as déjà verrouillé le contrôle de la SCI il y a 15 ans avec des instructions spécifiques stipulant que Françoise et toi conservez l'usufruit et le droit d'habitation à vie. Quant aux documents de procuration qu'elle a, ils sont illégaux s'ils sont obtenus sous la contrainte ou de faux prétextes.
et vu ce que tu m'as dit, c'est exactement le cas. Je vais déposer une main courante et une injonction aujourd'hui, elle ne pourra toucher ni à la propriété ni à aucun de vos actifs. Il y a plus, Bernard. Dis-moi. J'ai expliqué pour le système de sécurité. 3 ans auparavant, après un cambriolage chez Michel, j'avais installé des caméras, 4, dans le salon, la cuisine, l'entrée et une couvrant l'allée. Elles enregistraient en continu et envoyaient tout sur un cloud sécurisé. Tout ce que Sophie et ses agents immobiliers avaient dit la veille, chaque mot sur la vente de la maison, nous mettre en maison de retraite, nous traiter de fardeau, j'avais tout en vidéo. Envoie-moi les images, a dit Bernard, toutes. À quoi penses-tu? Je pense que ma fille a commis une grave erreur en tentant d'escroquer ses parents âgés, c'est de l'abus de faiblesse, de la tentative d'extorsion, ce sont des délits pénaux en France. Jacques, on ne parle pas juste de tribunal civil là, dit Bernard, mon estomac s'est noué. Je ne veux pas qu'elle aille en prison. Moi non plus, mais je veux qu'elle comprenne la gravité de ce qu'elle a fait, laisse-moi gérer ça. Et Jacques, ne signe rien, n'accepte rien, et si elle se pointe à nouveau, appelle la gendarmerie immédiatement. Sophie ne s'est pas montrée, mais 3 jours plus tard, c'est Thomas, son mari, qui est venu. Françoise et moi prenions le café sur la terrasse quand sa voiture est arrivée. Il est sorti habillé en tenue de travail, l'air mal à l'aise. Jacques, Françoise, a-t-il appelé d'en bas, on peut parler? Je me suis levé, ça dépend de quoi tu veux parler. Il a monté les marches, les mains dans les poches. Thomas, 37 ans, entrepreneur, marié à ma fille depuis 12 ans, père de mon petit-fils Léo, généralement un type bien mais facilement influençable. Sophie m'a dit ce qui s'est passé, a-t-il dit, écoutez, je sais qu'elle y a été un peu fort. Mes parents viennent d'entrer en résidence senior l'année dernière et honnêtement, c'est super pour eux. Sophie pensait que vous bénéficieriez peut-être de la même chose. Et vendre notre maison, ai-je demandé. Thomas a changé de pied d'appui, c'était plus l'idée de mes parents, mon père parle toujours d'actifs et d'investissements, il pensait que c'était du gâchis pour vous d'avoir autant d'argent immobilisé dans la pierre alors que vous pourriez liquider et avoir ces fonds pour vos soins. Ton père pensait, Sophie pensait. Qu'est-ce que tu penses toi, Thomas? Il est resté silencieux un moment, je pense. Je pense que j'aurais aimé que Sophie vous parle d'abord avant d'amener des agents immobiliers. Elle a fait plus qu'amener des agents. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les photos des documents de procuration. Elle a essayé de nous faire signer ces documents qui lui donneraient le contrôle sur tout ce que nous possédons. Le visage de Thomas a pâli, je ne savais pas pour ça. Tes parents savaient, ce sont eux qui ont trouvé les cèdres bleus, ce sont eux qui ont versé l'acompte. L'acompte était remboursable, ils essayaient juste d'aider. Aider ou se servir? Il a reculé d'un pas. Ce n'est pas juste, Jacques. Alors explique-moi ce qu'il y a de juste à ce que ma fille me traite de fardeau, à ce qu'elle dise à des étrangers que nous nous négligeons en vivant dans notre propre maison, à ce qu'elle planifie de nous forcer dans un établissement contre notre gré. Thomas a ouvert la bouche puis l'a refermée, il n'avait pas de réponse. J'ai parlé avec mon avocat, ai-je continué, il m'a informé que ce que Sophie a tenté s'appelle un abus de faiblesse, c'est un délit pénal. J'ai des preuves vidéo de tout ce qu'elle a dit, chaque plan, chaque manipulation. Tu ne vas pas porter plainte? Ce n'était pas une question, c'était une supplique. Ça dépend entièrement de ce qui va se passer ensuite. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis rassis sur la chaise de jardin, regardant le lac lisse comme un miroir. Je veux que ma fille comprenne ce qu'elle a fait, je veux qu'elle comprenne que Françoise et moi ne sommes pas des fardeaux, nous ne sommes pas des obstacles à gérer, nous ne sommes pas des actifs à liquider, nous sommes des personnes, ses parents, et nous méritons le respect. Thomas a hoché la tête lentement, je vais lui parler. Non. Je me suis levé. Maître Moreau va lui parler, parce que clairement les conversations en famille ne fonctionnent plus. Il est parti. 2 jours plus tard, Bernard m'a appelé, nous devons nous réunir, mon bureau, demain 14 h, amène Françoise. Nous sommes allés à Annecy le lendemain, le bureau de Bernard était dans un bel immeuble ancien du centre-ville. Il nous a reçus dans sa salle de conférence, des papiers étalés sur la table. Sophie a reçu la mise en demeure, a-t-il dit, injonction contre toute tentative d'accéder à votre propriété ou à vos comptes, et un avis formel que nous sommes prêts à déposer plainte au pénal si elle ne se conforme pas. Françoise m'a serré la main. Comment a-t-elle réagi, ai-je demandé. L'expression de Bernard était sombre, mal.
Elle a prétendu qu'elle essayait seulement d'aider, que vous étiez tous les deux déraisonnables. Elle a engagé son propre avocat, un ami de son beau-père apparemment. Donc on va au tribunal? Pas si on peut l'éviter. J'ai proposé une médiation, toi, Françoise, Sophie, Thomas et s'ils insistent, les parents de Thomas. Nous exposerons les faits, nous leur montrerons les preuves et, espérons-le, Sophie réalisera qu'elle n'a aucun fondement juridique. Quand? Mardi prochain, ici même. Françoise a parlé pour la première fois, est-ce qu'elle va s'excuser? Bernard l'a regardée avec sympathie, je ne sais pas Françoise, cela dépendra de si elle comprend ce qu'elle a fait. Le mardi suivant, nous nous sommes tous réunis dans la salle de conférence. Sophie et Thomas sont arrivés avec Antoine Mercier, le père de Thomas, un homme grand aux cheveux argentés avec une montre de luxe au poignet. Il regardait notre dossier comme un boucher regarde du bétail. Nous nous sommes assis de part et d'autre de la table, Bernard en bout de table. Soyons clairs sur la raison de notre présence, a commencé Bernard. Jacques et Françoise ont des preuves que Sophie, avec l'assistance de la famille Mercier, a tenté de les contraindre à signer des documents juridiques qui transféreraient l'autorité parentale et financière. Les forceraient dans un établissement pour seniors contre leur gré et faciliteraient la vente de leur résidence principale. Antoine Mercier a ricané, c'est une interprétation dramatique d'une famille essayant de s'assurer que des parents âgés reçoivent les soins appropriés. Vraiment? Bernard a ouvert son ordinateur portable, l'a tourné vers eux et a appuyé sur lecture. La voix de Sophie a rempli la pièce, ils n'ont pas vraiment le choix. Papa a presque 70 ans. C'est de la négligence de les laisser ici. Nous leur rendons service. Puis l'agent immobilier, on vise 1,3 million. Puis Sophie encore, c'est un actif qui dort. J'ai regardé le visage de ma fille alors qu'elle entendait ses propres mots, j'ai vu sa couleur disparaître, je l'ai vu réaliser à quoi cela ressemblait de l'extérieur. La vidéo a continué, chaque mot accablant, chaque calcul froid, chaque évaluation de notre valeur en tant que propriété plutôt qu'en tant que personne. Quand ça s'est terminé, Bernard a fermé l'ordinateur, selon la loi française, cela constitue une tentative d'abus de faiblesse sur personne vulnérable. Si nous allons à la gendarmerie avec ces preuves, Sophie pourrait faire face à des poursuites pénales, Thomas et Monsieur Mercier pourraient être cités comme complices. Le visage d'Antoine Mercier était rouge, attendez une minute. Non, la voix de Bernard était ferme, vous attendez. Vous, monsieur, avez encouragé votre fils et votre belle-fille à exploiter l'âge de Jacques et Françoise pour un gain financier, vous avez versé un acompte dans une résidence sans leur consentement. Vous avez conspiré pour les déposséder de leur domicile, et maintenant vous allez vous asseoir et écouter leurs conditions. Leurs conditions. Je n'avais pas vu les choses comme ça mais Bernard avait raison. Ce n'était pas juste pour arrêter Sophie, c'était pour s'assurer que cela ne se reproduise jamais. Je me suis levé, j'ai regardé ma fille, Sophie, tu m'as demandé de penser de manière pratique, alors je l'ai fait. Voici ce qui va se passer. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Premièrement, tu vas démissionner de ton poste chez Prestige Immobilier. Sa tête s'est relevée brusquement, quoi? Papa, c'est mon travail. Tu as utilisé ta position d'agent immobilier pour faciliter la vente frauduleuse d'une propriété dont tu n'as pas la gestion, c'est un motif de révocation de licence professionnelle, alors soit tu démissionnes volontairement. Soit Bernard dépose une plainte auprès de la Chambre des agents immobiliers. L'avocat de Sophie a commencé à objecter mais Bernard l'a coupé d'un regard. Deuxièmement, tu vas travailler pendant 2 ans au Cèdre Bleu, l'établissement que tu as choisi pour nous. Tu travailleras comme coordinatrice bénévole au service d'animation, le week-end ou sur ton temps libre, mais tu feras tes heures. Je ne peux pas me permettre de. Tu te débrouilleras, car l'alternative, ce sont des poursuites pénales et un casier judiciaire, que préfères-tu? Thomas a saisi la main de Sophie, elle tremblait. Troisièmement, tu suivras une thérapie familiale, toi, Thomas, Françoise et moi, une fois par semaine aussi longtemps qu'il le faudra pour que tu comprennes pourquoi ce que tu as fait est mal. J'essayais d'aider à chuchoter Sophie. Non, je me suis rassis, tu essayais de te faciliter la vie, de résoudre un problème que tu n'avais pas en créant un pour nous. Tu as vu ta mère et moi comme des obstacles, comme des fardeaux, comme des inconvénients à gérer. Françoise a parlé doucement, tu as demandé ce qui se passerait si l'un de nous tombait, s'il y avait une urgence. Sophie, sais-tu ce qui se passe réellement? Nous nous aidons mutuellement comme nous le faisons depuis 53 ans, nous ne sommes pas impuissants, nous ne sommes pas incompétents, nous sommes juste plus vieux qu'avant.
Sophie a commencé à pleurer, je suis désolé, je suis tellement désolé. Désolé ne suffit pas, ai-je dit, tu dois le prouver. 2 ans. C'est ce que tu nous dois. 2 ans à apprendre ce que signifie réellement prendre soin des personnes âgées, pas comme des biens, pas comme des problèmes, mais comme des humains. Antoine Mercier s'est levé, c'est ridicule, vous ne pouvez pas la forcer à travailler gratuitement. Regardez-moi faire. J'ai sorti un autre document. Voici les statuts de la SCI qui détient notre chalet. Sophie est actuellement nue propriétaire de parts. L'article 7 stipule que tout associé qui tente de nous exploiter peut voir sa donation révoquée pour ingratitude. Donc là, tout de suite, Sophie, tu as 2 choix, accepter ces conditions ou nous révoquons la donation de tes parts et nous vendons la maison en viager. Le silence s'est fait dans la pièce. Le viager. Cela voulait dire que la maison serait vendue à un tiers qui nous verserait une rente jusqu'à notre mort, et à la fin, la maison appartiendrait à cet inconnu. Sophie et Thomas n'auraient rien. 0 héritage. Vous priveriez Léo de son héritage. La voix de Sophie s'est brisée. Tu étais prête à nous priver de notre petit-fils en nous enfermant dans un mouroir, pourquoi cela serait-il différent? Thomas a finalement parlé, et moi? Et mes parents? Bernard a répondu, Thomas, tu assisteras aux séances de thérapie. Monsieur et Madame Mercier, vous êtes bannis de la propriété définitivement, toute tentative de contacter Jacques ou Françoise entraînera une demande d'éloignement. Antoine Mercier a bafouillé, vous ne pouvez pas. Je peux et je le ferai, je l'ai regardé dans les yeux, vous avez vu ma femme et moi comme une ressource à extraire, comme des obstacles à la planification financière de votre famille. Vous n'êtes plus les bienvenus dans nos vies. Ils sont partis, Antoine furieux, sa femme silencieuse, tous deux escortés par l'assistant de Bernard. Sophie est restée assise, brisée, Thomas à côté d'elle, le bras autour de ses épaules. Je vais le faire, a-t-elle chuchoté, le bénévolat, la thérapie, tout. Et tu le feras sincèrement, a demandé Françoise. Tu essaieras vraiment de comprendre? Sophie a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, quand suis-je devenue cette personne? Quand ai-je commencé à vous voir comme des problèmes au lieu de mes parents? J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris la sienne, c'est ce que tu vas découvrir, ai-je dit. Au cours des 2 prochaines années, tu vas découvrir qui tu es devenu et si c'est la personne que tu veux être. La première séance de thérapie a été douloureuse, Sophie était en colère, sur la défensive, blâmant le stress, blâmant les parents de Thomas, blâmant tout le monde sauf elle-même. À la 2e séance, elle a pleuré. À la 3e, elle a commencé à parler, vraiment parler, de la façon dont les parents de Thomas l'avaient fait se sentir inadéquate, comment leurs commentaires constants sur la construction d'un patrimoine générationnel lui avaient fait tout voir à travers un prisme financier, comment? Quelque part en chemin, elle avait cessé de nous voir comme papa et maman et avait commencé à nous voir comme des parents âgés nécessitant une gestion. Ils ont dit que vous étiez égoïste, a admis Sophie lors de la 4e séance, de garder cette maison alors que vous pouviez liquider et rendre la vie de tout le monde plus facile, ils ont fait croire que c'était vous le problème. Et tu les as crus, a demandé Françoise. Je voulais les croire parce que c'était plus facile que d'admettre que j'étais jalouse. Cela m'a surpris, jalouse de quoi? De vous. Sophie a regardé ses mains. Toi et maman, vous avez cette belle vie, vous avez travaillé dur, économisé, acheté la maison de vos rêves, vous êtes à la retraite, confortable, heureux. Et Thomas et moi, on se noie. Le crédit IMO, la voiture, les activités de Léo. On arrive à peine à mettre de côté. Et chaque fois qu'on vient vous voir au lac, on a l'impression que vous nous mettez votre bonheur sous le nez. Je ne savais pas. Je n'avais pas réalisé. Alors tu as pensé que la solution était de prendre notre maison, ai-je demandé. Je pensais que la solution était de libérer des ressources, de vous déplacer quelque part moins cher, de vendre la maison, d'utiliser l'argent pour investir dans notre avenir à tous. Le père de Thomas rendait ça si logique. Françoise s'est penchée en avant, nous avons travaillé 40 ans pour avoir cette vie, Sophie. Nous avons fait des sacrifices, nous avons économisé, nous ne prenions pas de vacances coûteuses, nous ne changions pas de voiture tous les 3 ans, nous ne vivions pas au-dessus de nos moyens. Cette maison, c'est la récompense d'une vie de discipline, ce n'est pas quelque chose à liquider pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Je sais ça maintenant, Sophie a essuyé ses yeux. En travaillant au Cèdre Bleu, en parlant aux résidents, en entendant leurs histoires. Sais-tu combien d'entre eux sont là parce que leurs familles les y ont mis?
Combien n'ont pas eu le choix? Je le savais, c'est pourquoi Françoise et moi avions été si précis avec notre SCI. Il y a cette dame, a continué Sophie, Madame Chenal, elle a 84 ans, son fils a vendu sa maison sans lui dire, lui a dit qu'elle déménageait dans une belle résidence temporairement. C'était il y a 7 ans. Elle pleure tous les soirs pour son jardin, pour sa maison et pour son fils qui ne lui a pas rendu visite depuis 3 ans. Les yeux de Françoise se sont remplis de larmes. J'ai failli vous faire ça, a chuchoté Sophie, j'ai failli devenir cette personne. 6 mois après le début de son bénévolat au Cèdre Bleu, Sophie m'a appelé, « Papa, tu peux venir ici? Il y a quelqu'un que je veux te présenter. » J'ai conduit jusqu'à la résidence cet après-midi-là. J'ai trouvé Sophie dans la salle d'activité, assise avec un vieil homme, il lui apprenait à jouer aux échecs. « Papa, voici Monsieur Dubois, il a 92 ans, il était prof de maths aussi. » Monsieur Dubois a levé les yeux et a souri, « Jacques Mercier. Je vous connais, vous enseignez à Berthollet, n'est-ce pas? J'étais au lycée Gabriel Fauré. Nous avions probablement été en compétition lors de concours académiques dans les années 80. Je me suis assis et nous avons joué aux échecs tous les 3 pendant 2 heures. Monsieur Dubois m'a battu à plate couture. En sortant, Sophie m'a pris à part, il a enseigné pendant 45 ans, a-t-elle dit, jamais marié, pas d'enfant, il a tout économisé pour sa retraite, il voulait voyager, voir le monde. Puis il a fait un AVC à 68 ans. Son neveu, sa seule famille, l'a amené ici, a vendu sa maison, a pris l'argent et a disparu. Maintenant Monsieur Dubois passe ses journées à apprendre les échecs à qui veut bien apprendre parce que c'est la seule chose qui le fait se sentir lui-même. J'ai compris ce qu'elle disait. J'aurais pu te transformer en Monsieur Dubois, a dit Sophie, j'aurais pu prendre tout ce qui te rend heureux et appeler ça pratique, mais tu ne l'as pas permis parce que tu m'as arrêté, parce que tu as été assez fort pour riposter. Elle m'a serré dans ses bras, merci de ne pas m'avoir abandonné. Les 2 années ont passé. Sophie a terminé son temps de bénévolat obligatoire mais elle n'est pas partie. Elle est restée, elle a pris un poste permanent de coordinatrice des bénévoles, a lancé des programmes, a fait venir des lycéens pour apprendre des résidents, a créé un projet d'histoire orale où les résidents âgés pouvaient enregistrer leurs récits. Elle est devenue quelqu'un qui se soucie des autres. Les séances de thérapie ont évolué de la confrontation à la conversation, du blâme à la compréhension. Thomas a commencé à tenir tête à ses parents, à poser des limites, à cesser de nous voir à travers leur prisme. Et Léo, mon petit-fils, a commencé à passer ses étés au chalet, il a appris à pêcher, à faire du bateau, à apprécier les matins calmes où la brume se lève sur le lac. L'automne dernier, à la Toussaint, nous nous sommes tous réunis au chalet, Sophie, Thomas, Léo, même Michel et sa femme. Françoise a fait sa fameuse tartiflette. Nous étions assis autour de la table regardant le lac et Sophie a levé son verre, à papa et maman a-t-elle dit, pour m'avoir appris que certaines choses valent plus que l'argent. Nous avons trinqué et plus tard, après que tout le monde fut allé se coucher, Françoise et moi nous sommes assis sur le ponton. Les étoiles se reflétaient dans l'eau calme, l'air sentait le sapin et le feu de bois. Tu penses qu'elle a vraiment changé, a demandé Françoise. Je pense qu'elle essaie, c'est suffisant non? Essayez. J'ai serré ma femme contre moi. Pour l'instant, oui, c'est suffisant. Le chalet est toujours là. Françoise et moi y vivons toujours, nous y vivrons aussi longtemps que nous en serons capables. Et quand nous ne pourrons plus, quand le moment viendra vraiment, nous prendrons cette décision nous-mêmes, pas parce que quelqu'un pense savoir mieux que nous, pas parce que c'est le pratique, pas parce que nous sommes des fardeaux ou des obstacles ou des problèmes à résoudre. Mais parce que nous sommes des personnes, des parents, des partenaires, et que nous méritons la dignité de choisir notre propre fin. Ils pensaient que j'étais trop vieux pour riposter, ils pensaient que j'allais simplement accepter. Ils avaient tort.